L'opération tripartite entre les FAMA, Barkhane et la MINUSMA, dénommée Piana, sous la houlette du général Didier Dako, était dans le village de Fafa, à une centaine de kilomètres de Gao, pour constater le bon déroulement d'une mission de 5 jours sur l'axe Gao-Ansongo-Labzanga, où sont encore perpétrés des actes de banditisme. La rédaction de l'ORTM est allée à la rencontre d'une mère de 5 enfants, dont 4 garçons nés aveugles d'une maladie génétique transmise par la mère. Un mariage consanguin serait à l'origine de cette maladie cécitante. Le dossier culture de ce soir s'intéresse au patrimoine culturel du Mali inscrit sur la liste du patrimoine mondial cas des biens immatériels, dont l'inscription entre dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 de l'UNESCO. Et puis, début demain lundi 20 octobre de la phase pilote de l'opération de contrôle physique des agents de l'État. Pour en parler, nous recevons Bokar Moussa Traoré, ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir sur ce plateau pour répondre à nos questions. Et bonsoir à vous également qui nous suivez. Les responsables de l'opération tripartite FAMA, Barkhane et MINUSMA, dénommée opération Piana, conduite par le général Didier Dako, viennent d'effectuer une mission dans le village de Fafa, à plus d'une centaine de kilomètres de Gao. Le but est de constater le bon déroulement de la mission de 5 jours sur l'axe Gao-Ansongo-Labzanga. Dans ces zones, les actes de banditisme sont encore perpétrés et ces forces doivent assurer la sécurité des personnes et de leurs biens afin de renforcer la confiance entre l'armée et la population. Reportage de Bouakar Bablé-Touré. La situation sécuritaire au sud de la région de Gao est relativement calme. Cependant, l'axe Gao-Ansongo-Labzanga connaît encore des actes de banditisme isolés. C'est pour non seulement apporter la solution à ce problème, mais aussi créer plus de confiance entre l'armée et la population que cette opération tripartite dénommée Opération Piana a été initiée. Elle regroupe les forces FAMA, Barkhane et MINUSMA. C'est pour constater le bon déroulement de cette opération sur le terrain que les responsables des 3 parties se sont rendus à Fafa, village situé à près de 150 km de Gao. Le constat à mi-parcours est jugé satisfaisant. Moi, je suis particulièrement satisfait. D'abord, la bonne collaboration entre ces différentes forces, ce qui est un acquis, et ça c'est vraiment fondamental. Et c'est ce qui permet de faire comprendre aux populations que l'action tripartite est vraiment une réalité. Et de faire comprendre que si les Nations Unies sont là, si les forces Barkhane sont là au Mali, c'est pour le bien du Mali. Moi, je suis très satisfait de constater qu'aujourd'hui la population accueille avec le sourire. L'appel, il est surtout de dire qu'aux forces armées maliennes qui sont chez elles ici, de les encourager à continuer ces missions au plus près de la population. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'accueil des populations. J'ai été dans une classe et que j'ai vu bonder. Donc des enfants qui étaient censés être en congé sont venus très nombreux. Prouver que les populations vivent dans la sécurité. En plus du côté sécuritaire, les forces de l'opération Piana, à chaque étape de la mission, mènent des activités civilo-militaires basées sur la distribution gratuite des kits scolaires, des consultations et soins gratuits en faveur de la population et des cours pratiques sur la maladie à virus Ebola dans les différentes écoles. Des gestes hautement appréciés. L'arrivée de l'armée malienne ici nous donne encore plus de confiance. Ça repose nos esprits. Nous ne voyons ça que salutaire. La population compte sur ces genres d'opérations afin de mieux sécuriser les personnes et leurs biens dans une zone enclavée. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, la phase pilote de l'opération de contrôle physique des agents de l'État débute ce lundi. Pendant 3 mois, chaque agent percevra une fois son salaire en espèces et l'ensemble des fonctionnaires de l'État et des collectivités est concerné. Explication du secrétaire général du ministère de la fonction publique et du directeur national de la fonction publique approché par Moïse Traoré. L'opération de contrôle physique des agents de l'État doit déboucher sur plusieurs avantages. Le ministère de la fonction publique aura une maîtrise des effectifs, une connaissance de la position statutaire de l'ensemble des travailleurs et une base de données fiable. L'opération procède d'une réelle volonté politique. Donc les plus hautes autorités de l'État dans le cadre de tous ces comptes liés à la modernisation de l'administration ont jugé nécessaire d'aller vers cet outil d'identification pour mieux bâtir une administration de
de demain. On va avoir des bases de données solides, fiables, pour voir comment maîtriser la masse salariale déjà. Ça, c'est très important. La masse salariale, faire en sorte que tous les agents de l'État soient identifiés géographiquement, que les cadres organiques soient vérifiés et revisités, et s'il y a des besoins d'ajustement, les ajuster, et pour, comme je l'avais dit, pour aller vers ces renouveaux de l'administration publique malienne. L'acte de recrutement et la carte nationale d'identité font partie des pièces à présenter aux contrôleurs. La phase pilote débute ce 20 octobre. On a constitué des équipes, c'est la programmation. Nous avons pour la sécurité et la protection civile, nous allons couvrir toute l'étendue du territoire pour le mois d'octobre, de même que pour les affaires étrangères et les Maliens de l'extérieur. Maintenant, les grandes directions des ressources humaines comme la santé, l'éducation, le développement rural, le développement économique, autrement dit les finances, seront contrôlés sur la base des secrétariats généraux, des cabinets et des services centraux pour le mois d'octobre. La programmation des autres là, dans les régions et les militaires, viendra après. De toute manière, l'opération s'étendra du mois d'octobre à décembre. Le dernier contrôle physique a eu lieu en 2003. Il a recommandé que l'opération soit renouvelée tous les 10 ans au moins. Voilà, vous l'avez certainement rectifié de vous-même, monsieur le ministre, et bien entendu, Diarra. Toutes mes excuses, monsieur le ministre. Voilà, donc, c'est demain lundi que commence cette vaste opération de contrôle physique des agents de l'État. Alors, pourquoi un tel contrôle? Merci beaucoup. Je suis bien Diarra au lieu de Traoré. Et je voudrais dire que le contrôle physique est une opération extrêmement importante pour le gouvernement qui va nous permettre de maîtriser les effectifs de tous les travailleurs de la fonction publique, en même temps que de maîtriser les salaires. Et ça, c'est extrêmement important. Ça nous permettra surtout, au sortir de cette crise-là, de pouvoir savoir qui fait quoi et où. Et ça, c'est l'objet le plus important. Ça nous permettra de disposer de statistiques fiables qui nous permettent de faire redémarrer de façon efficiente notre administration. Et donc, demain, c'est le lancement. C'est pourquoi je suis venu demander à tous les fonctionnaires, à tous les contractuels de l'État, en même temps que les conventionnaires des collectivités, et la police et les services de sécurité, de se mettre à la disposition des équipes que nous avons mises en place pour la parfaite réussite de cette opération. Alors, monsieur le ministre, quels sont spécifiquement les agents concernés par cette opération? Les agents concernés, c'est tous les fonctionnaires, d'abord tout ce qui émarge au budget de l'État, tous les fonctionnaires, les conventionnaires de l'État, les contractuels de collectivités, les services de sécurité et l'armée, il faut aussi le dire, et la protection civile. Ça va commencer par cela demain. Donc tout ce qui émarge au budget de l'État devront être géographiquement situés, déterminer leurs emplois et physiquement vérifier qu'ils existent effectivement pour une meilleure maîtrise des effectifs et une meilleure maîtrise de la masse salariale. Alors, quelles vont être les pièces à fournir pour ce Les pièces à fournir vont porter sur l'acte de recrutement qui indique bien que vous avez été recruté par la fonction publique, la décision de mise en congé de formation pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont en formation à l'extérieur du pays, les certificats de vie individuelle des enfants et en plus les certificats de mariage. Et donc les agents qui sont malades, on pourra vérifier à partir de, s'ils ne sont pas à l'intérieur du pays, on pourra vérifier à partir des organisations qui nous ont envoyés en soins. C'est-à-dire le ministère de la Santé doit pouvoir leur donner des papiers qui indiquent bien qu'ils sont autorisés à partir pour des soins. Et donc tout cela mis ensemble nous permettra de bien maîtriser l'opération et de savoir exactement le nombre de fonctionnaires que nous avons, où ils sont et combien nous devons leur payer. Ça nous permettra effectivement de pouvoir débusquer tout ce qui ne sont pas des fonctionnaires fictifs, et de pouvoir ajuster et d'avoir des statistiques sur lesquelles nous pouvons fonder les réformes que nous souhaitons engager très prochainement.
Voilà, monsieur le ministre, au cours de cette opération, la paie va se faire sur billettage, c'est-à-dire que les agents vont recevoir leur salaire en espèces, ce qui peut être de gros soucis pour les banques. Oui, c'est vrai, les banques ont exprimé leurs préoccupations par rapport à ça, mais on les a mis en relation avec le ministère des Finances pour prendre toutes les dispositions utiles pour un accompagnement efficient pour eux aussi, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont endettés, qui doivent payer. Et je pense que ceux qui sont endettés, ils feront tout pour payer leurs dettes, parce que s'ils ne le faisaient pas le mois suivant, c'est sûr que les banques n'attendront pas pour le faire. Donc nous espérons vraiment que les banques vont accompagner elles aussi pour maîtriser, pour ne pas subir des pertes par rapport aux agents qui leur doivent, et que tout cela s'étendra sur le dernier trimestre de l'année 2014. Pour le moment, c'est les services indiqués qui sont concernés. Et à toutes les occasions, les salaires seront faits en numéraire pour qu'on puisse physiquement vérifier la présence du travailleur. Et puis, comme ça, la relation elle est bien faite. Voilà, justement, par rapport à ce contrôle physique des agents, monsieur le ministre, certains fonctionnaires peuvent être empêchés pour cause de maladie ou soit en mission. Quel sera leur sort? Oui, ceux qui sont en mission, ils vont présenter à leur retour leur ordre de mission. Ceux qui sont malades, j'ai dit, si c'est des fonctionnaires, ils doivent avoir une autorisation pour se faire évacuer. Donc, ils présentent ces papiers qui justifient effectivement qu'ils étaient dans ces positions-là. Voilà donc la durée de l'opération, monsieur le ministre. La durée de l'opération couvre le dernier trimestre de l'année 2014 et nous avons informé toutes les directions des ressources humaines par rapport à la programmation. Et tous les services vont être informés à temps utile. Alors, on a parlé des cas, bien entendu, des ceux qui sont malades, des agents qui sont malades ou qui sont en mission. Alors, quel sera le sort réservé aux agents qui ne seront pas en règle pendant cette opération? Les agents qui ne seront pas en règle vont être identifiés. On va prendre les mesures que les dispositions légales prévoient. S'ils ne sont pas des fonctionnaires, ils perçoivent illégitimement, illégalement des salaires, ils vont répondre de leurs actes, en même temps que les complices qui leur ont permis de disposer de ces salaires indûment perçus. Voilà, on va, monsieur le ministre, parler un tout petit peu de notre cas ici à l'ORTM, où nous avons quand même un effectif d'environ 460 agents. Oui. Le contrôle démarre demain, lundi 20 octobre, de 14h30 à 10h30, 3 heures pour faire le paiement de 460 agents environ. La programmation et tout le travail a été fait avec vos responsables des ressources humaines. Je pense que les équipes vont prendre toutes les dispositions avec vos responsables ici pour que l'opération se fasse correctement, sans gêner naturellement le travail, vos missions. Et ça, c'est des dispositions qui vont se gérer à l'interne. Et je pense que tout le monde est préparé pour une maîtrise et une bonne gestion de l'opération. Voilà, monsieur le ministre, un dernier mot? Ce que je voudrais dire, c'est dire vraiment que c'est une opération extrêmement importante qui permet pour notre pays de maîtriser les effectifs des travailleurs, de maîtriser la masse salariale, de disposer de statistiques fiables. Et comme ça, nous pourrons vraiment donner un nouvel élan, un nouveau départ à notre administration. Parce que nous aurons maîtrisé les effectifs et nous allons savoir exactement qui est où. Et puis nous avons des outils d'utilisation qui sont les cadres organiques. Ça pourra être également l'occasion de pouvoir les évaluer pour voir si on devra aller vers une nouvelle génération de cadres organiques. Donc c'est extrêmement utile pour tous ces aspects que j'ai dit. Et c'est pourquoi j'invite tous les travailleurs à nous accompagner pour que cette opération soit une véritable réussite. Voilà, merci monsieur le ministre Bokar Moussa Diarra, ministre du Travail, de la Fonction publique et des relations avec les institutions, qui était donc avec nous sur ce plateau pour nous parler du début de l'opération de contrôle physique des agents de l'État. Voilà, merci monsieur le ministre d'être venu sur ce plateau. Vous allez rester avec nous pour juste suivre le reste de cette édition. Les préparatifs des élections législatives partielles dans la circonscription de Yorosso vont bon train. Les autorités locales sont déjà à pied d'œuvre pour faire de l'événement une véritable réussite de Sikasso, le compte rendu de Fatoumata Diallo. En ce dernier virage des préparatifs des élections législatives partielles dans la circonscription de Yorosso, la localité se trouve de nos jours mouvementée. L'administration, les élus, la commission électorale locale, bref, chacun y met du sien pour faire de l'événement une véritable réussite. Selon les autorités locales, tout est d'ailleurs fin prêt pour le bon déroulement du scrutin. Depuis le mois d'août, on a fait l'inventaire du matériel électoral existant, les isoloirs, les urnes en très bon état, le tout était correct. Ce qui nous a permis aussi de contrôler au niveau des sous-préfets, de constituer le vivier des agents électoraux. Une séance de travail qui nous a conduit
à 223 bureaux de vote pour 87 459 électeurs dans le cercle. Nous avons reçu la liste des candidats validés par la Cour constitutionnelle. Là où nous sommes, les préparatifs avancent bien. Pour l'heure, aucune difficulté visant à entacher les élections n'est à signaler. Dans l'arrondissement de Kouri, nous avons 2 communes. La commune rurale de Kouri, qui compte 51 bureaux de vote, ça fait 225 agents électoraux qui doivent être formés. Au niveau de Wurikila, la commune rurale de Wurikila, nous avons 28 bureaux de vote. 28 bureaux de vote. À l'heure où nous sommes, nous nous apprêtons pour la formation des agents électoraux. L'aide décision a été prise. La commission d'organisation est à pied d'œuvre également. Nous sommes en train toujours vraiment de faire une sensibilisation. C'est le rôle du maire. Les préparatifs, plutôt les travaux d'aménagement de la piste route nationale 12 à Maou dans le cercle de Yorosso en 3e région vont coûter à l'État malien la somme de 500 millions de francs CFA. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Compte rendu de Fatoumata Diallo. C'est à bord d'une niveleuse que le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement de la piste reliant le village de Maou, cercle de Yorosso, à la route nationale 12. Une piste d'une longueur de 7 km 885 mètres. Son exécution, dans un délai de 4 mois, est confiée à l'entreprise EMCM avec comme maître d'ouvrage l'AGEROUTE et comme maître d'œuvre le bureau CETAD. Cette route est une route de désenclavement capital pour le développement socio-économique de notre pays. Deuxième point, cette route, elle fait partie de la vie de Mao et ça fait partie des éléments essentiels clés pour lesquels nous avons été mis à la tête de ce département, assurer le désenclavement. Ça les a été promis, nous sommes venus et nous sommes venus les rendre ce qui a été promis. Cette route, elle est valable, elle est utile pour le Mao, elle est utile pour le développement socio-économique de notre pays, elle est utile pour le développement agricole, qui est le moteur essentiel du Mali émergent de demain. Le ministre Koumaré d'attacher du prix à l'exécution correcte des travaux qui se résume ainsi. Dégagement des emprises, terrassement, réalisation de chaussées et d'ouvrages d'assainissement et de drainage, sans oublier les équipements de signalisation. Ils ont promis 4 mois. En 4 mois, je leur demande de réaliser l'œuvre avec la qualité, la rapidité et respecter les délais. Comblé de joie, la population de Maou, avec à leur tête le préfet de Yorosso, Draman Koulibaly, et ses proches collaborateurs, ont réservé un accueil chaleureux à l'hôte du jour et à la forte délégation qui l'accompagne. En 5e région, à présent, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a effectué ce week-end une visite de supervision des activités du programme de développement durable du delta intérieur du Niger. Visite au cours de laquelle la délégation ministérielle s'est rendue à Londena, dans la commune de Kounari, ainsi que dans d'autres zones d'intervention du PDD DIN. Reportage de Moustapha Doumbia. L'objet de cette visite est de voir de près l'état d'exécution des activités du programme de développement durable du delta intérieur du Niger PDD-DIN, un programme dont l'objectif est d'améliorer les conditions socio-économiques des populations du delta, estimées à plus d'1,5 million d'habitants. Je voudrais situer cette intervention du PDD-DIN dans un ensemble programmatique extrêmement important pour nous. Nous venons d'adopter en Conseil des ministres la politique nationale changement climatique. La stratégie nationale de développement durable le sera bientôt. Et puis après ça, tout le reste, projet et programme, nous allons réfléchir, les repenser, pour les mettre en harmonie avec les axes stratégiques développés à partir de la politique et la stratégie nationale de développement durable. Au nombre des acquis du PDD-DIN, on note l'organisation des ateliers de formation, la restauration et la mise en défense des forêts, la réalisation de 11 jardins maraîchers, la dotation des groupements de femmes en matériel de production et de transformation de produits maraîchers et la réalisation des magasins de stockage. Nous sommes vraiment heureuses d'avoir bénéficié d'un jardin, des magasins et les matériels de production et de transformation de produits maraîchers. Le maraîchage a permis d'augmenter les revenus des femmes du village.
avec les matériels, nous avons la possibilité de transformer et de conserver nos produits. Après avoir visité les réalisations du PDDDIN à Londena dans le cercle de Mopti, la délégation ministérielle s'est rendue à Sarema, Dundu et Persougué dans les cercles de Mopti et de Bandiagara. Il s'agissait de visiter quelques parcelles de reboisement et de régénération naturelle assistée ayant bénéficié de l'accompagnement du PDDDIN. On va repartir en 5e région tout à l'heure, juste le temps de vous livrer le contenu de ce communiqué. Plus de 50 ministres, dont Mahamadou Kamara, ministre en charge de l'économie numérique, sont réunis à Busan, en Corée, pour définir la vision et un avenir fondé sur l'éthique. C'est à la veille de l'ouverture de la 19e conférence de plénipotentiaire PP14 de l'UIT. Dans une déclaration dite de Busan, les ministres indiquent que les technologies de l'information et de la communication doivent être reconnues comme le catalyseur essentiel qui permettra aux pays du monde entier de transformer leurs économies et de favoriser le progrès socio-économique. La déclaration de Busan met aussi l'accent sur l'objectif fondamental consistant à édifier une société de l'information inclusive dans laquelle chacun puisse créer, obtenir, utiliser et partager l'information et le savoir et à atteindre les buts et objectifs de développement arrêtés à l'échelle internationale. Le document souligne également l'importance que revêt l'inclusion numérique non seulement pour les personnes vivant dans les pays en développement qui ne sont pas encore connectés, mais aussi pour les groupes marginalisés et vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes à faible revenu, les populations autochtones, les personnes âgées et les personnes handicapées. 5e région, toujours environ 5 milliards et demi de francs CFA serviront de financement à 2 projets relatifs à la diffusion des technologies agricoles et à l'adaptation aux effets du changement climatique mis en œuvre par l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT dans les cercles de Mopti, Djéné, Bandiagara, Bankas et Koro. Le lancement officiel des activités des 10 projets a regroupé à l'hôtel Kanaga de Mopti les producteurs, les vulgarisateurs et autres acteurs du développement rural. Le premier projet portant sur la diffusion des technologies agricoles va couvrir pendant 36 mois 90 villages des cercles de Mopti, Bandiagara, Bankas et Kourou. Les technologies consistent à la disponibilité de variétés, de ces variétés résistantes, des 2 cultures, le sorgho et le mil, et aux paquets technologiques qui nous permettent de bien produire à de bons rendements. Quant au second projet relatif au changement climatique, ces activités vont s'articuler autour des solutions innovatrices développées à travers des méthodes et pratiques culturelles d'adaptation au changement climatique. C'est là, au bout de 18 mois, dans 40 villages des cercles de Mopti, Djéné, Bankas et Kourou. On va travailler sur la conservation de l'eau et de terre, on va travailler sur les variétés adaptées, on va travailler aussi sur l'agroforesterie. Pour la mise en œuvre des activités sur le terrain, l'ICRISAT est en collaboration avec certains partenaires comme la Fondation Aga Khan, Catholic Relief Service, World Vision, Amassa Afrique Verte ou encore Mali Météo. Le financement des 2 projets est assuré par l'USAID pour un montant d'environ 5 milliards et demi de francs CFA. Remercier l'initiative de l'ICRISAT avec l'ensemble des chercheurs et les partenaires qui mettent en œuvre ce projet pour lutter contre la pauvreté dans ces localités. Pour s'imprégner davantage des activités des 2 projets, l'ICRISAT a commandité une visite de terrain à Tombonkan dans la commune de Madjama et Konyo dans la commune de Dandougou-Fakala dans le cercle de Djéné où des tests sont en cours concernant le changement climatique et en rapport avec les nouvelles technologies des cultures du mil et du sorgho. 4e région, cette fois-ci à Ségou, le réseau des femmes parlementaires, en partenariat avec l'Institut national démocratique NDI et le Royaume du Danemark, se mobilise pour un plan stratégique d'une représentativité élevée des femmes aux instances de prise de décision au Mali. C'est à la faveur d'une rencontre présidée par l'honorable Assouri Aïcha Belko Maïga, 7e vice-présidente de l'Assemblée nationale et les autorités régionales de Ségou. Reportage de Fousseni Samaké. Cette retraite des plans stratégiques des réseaux des femmes parlementaires du Mali REFEP devrait permettre d'élaborer des plans d'action pour améliorer le taux de représentativité des femmes dans les instances de prise des décisions nationales. Le REFEP, en partenariat avec le National Democratic Institute NDA et le Royaume du Danemark, compte ainsi produire un plan stratégique durant leur mandat actuel 2013-2018. À travers cette retraite, nous nous sommes proposés d'affiner notre vision est de dégager des actions de ce plan d'action 2014-2015 pour une meilleure intégration des femmes dans le processus électoral.
L'engagement, l'attention de l'investissement de tous est plus qu'important pour que le réseau soit plus opérationnel et que son impact soit plus grand. Les défis que vous confrontez sont abondants. Par exemple, le nombre asymétrique des femmes parlementaires qui devraient représenter le 50% de la population malienne vis-à-vis le nombre d'hommes parlementaires. Les femmes sont conscientes du défi qu'elles doivent relever sur le plan national. Pour nous, il s'agit aujourd'hui de mettre ensemble nos idées pour faire sortir nos faiblesses, nos forces, et après cela, nous allons élaborer un plan stratégique qui va quand même conduire nos activités jusqu'en 2015. Avec NDI et d'autres partenaires, notre objectif, c'est de rehausser le nombre, en tout cas, des femmes au niveau des organes décisifs. Rappelons que le Mali compte 14 femmes sur 147 à l'Assemblée nationale, 928 sur 10 772 conseillers communaux et 8 femmes sur 703 maires, ce qui justifie leur mobilisation pour faire mieux entendre leur voix au processus parlementaire. 11,739 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'amélioration de l'accès aux services de l'éducation de qualité PASEC. Le lancement du dit projet financé par la coopération canadienne s'est déroulé jeudi à Baroueli. La cérémonie de lancement a regroupé les autorités locales, les responsables des communes bénéficiaires et ceux du consortium chargé de la mise en œuvre du projet. Reportage de Kandesila. Au total, 8 communes du cercle de Baroueli sont concernées par le projet d'amélioration de l'accès aux services éducatifs de qualité PASEC, un projet financé par la coopération canadienne et mis en œuvre par le consortium d'ONG World Vision, Save the Children, la fondation Aga Khan et l'ONG chef de file Plan Mali. Le projet qui dure 3 ans a un coût d'environ 11,739 milliards de francs CFA. Le projet s'articule autour de 4 composantes, à savoir la construction et équipement d'infrastructures, l'alimentation scolaire, les goûters, l'accès à l'eau, hygiène et assainissement, la qualité et la bonne gouvernance. Durant les 3 années de sa mise en œuvre, le PASEC ambitionne de réaliser 9 écoles équipées, 6 centres de santé de la petite enfance, 7 forages, 9 cantines scolaires et préscolaires, sans compter des activités de formation. Baroueli est complètement en retard, non seulement sur le plan du recrutement des enfants à l'école, leur inscription à l'école, sur le plan du maintien des enfants et particulièrement du maintien des filles à l'école, mais aussi sur le plan de la construction des infrastructures. Nous sommes dans une contrée où les filles sont chaque fois débauchées pour des mariages précoces. Et c'est le moment d'attirer l'attention de tout le monde pour que les filles aient les mêmes chances que les garçons. Cette cérémonie d'échange avec les bénéficiaires directs a été une occasion pour le maire de Baroueli, Djandje Konandji, de réitérer au nom des élus leur engagement à accompagner le projet dans sa mise en œuvre. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, célèbre demain 20 octobre son 20e anniversaire. Ce sera à Ouagadougou, au Burkina Faso. Pour le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union, Dr Yahi Boni, le rêve a pris corps car l'UEMOA est devenue en 20 ans une institution crédible au service du développement de ses États membres. Nous l'écoutons. En créant l'UEMOA, le 10 janvier 1994, les pères fondateurs s'étaient engagés à unir leurs efforts pour transformer notre espace en un grand marché ouvert et concurrentiel, basé sur une solidarité capable de répondre aux besoins des populations et d'assurer leur bien-être. 20 ans après, notre union est devenue une institution crédible au service du développement des États membres. Ce qui, à l'époque, apparaissait comme un rêve lointain est devenu aujourd'hui, sans fausse modestie, une réalité. Ainsi, l'UEMOA a réussi la mission de construire entre les États membres un espace économique harmonisé, unifié
et intégrée. 20 ans après la création de l'UEMOA, le rêve de 1994 a donc pris corps, s'appuyant sur des socles qui constituent les repères clés pour la construction de l'intégration économique. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de ce message du docteur Yahi Boni après ce journal. Et notre communiqué, suite aux problèmes que connaît notre pays en général et les pourparlers d'Alger en particulier, le Bureau national des femmes RPM réitère son soutien ferme et sans faille aux actions du président de la République et son attachement constant aux valeurs républicaines, démocratiques et de laïcité, ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali. Encore une fois, le BNUF renouvelle son soutien indéfectible au président de la République dans sa lutte pour préserver l'image du Mali, restaurer les valeurs fondamentales de notre chère patrie, générer les ressources et lutter contre les malversations et l'impunité dans l'intérêt et le bien-être de tous les Maliens et toutes les Maliennes. La nature n'arrêtera jamais de nous étonner. Illustration, la rédaction de leur thème est allée à la rencontre d'une mère qui a 5 enfants, dont 4 garçons, tous nés aveugles. Leur maman rencontre beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. Khadija Toukone nous fait découvrir cette famille. Je me nomme Nangui Traoré. Je m'appelle Zébi Traoré. Je m'appelle Lia Traoré. Nous ne sommes pas au siège de l'Union nationale des aveugles du Mali, encore moins dans une unité de soins des aveugles, mais plutôt dans une famille. Dans cette famille de 5 enfants, dont une fille, 4 sont nés aveugles. Leur maman a vu le ciel s'écrouler sur sa tête lorsque le destin a voulu que tous ces garçons naissent aveugles. Tous mes enfants sont nés aveugles et cela est très dur pour moi. Pour leur prise en charge, je lave les habits des footballeurs non-voyants du LIGEA. Et grâce à ça, je gagne 20 000 francs par mois. Dans cette situation difficile, entretenir une famille de 5 enfants n'est pas chose aisée pour une femme sans soutien. Kanteba Touré, puisqu'il s'agit d'elle, est le guide principal de tous ses enfants, épaulé souvent par sa fille, la seule épargnée par la maladie. Tous les jours, c'est elle qui se charge d'amener ses enfants à l'école et les ramener à la descente. Une corvée de près de 10 km par jour qu'elle doit accomplir pour satisfaire le droit de ses enfants. La situation de Kanteba était encore moins luisante lorsqu'elle vivait à Lassa en commune 4 du district de Bamako, sur une colline perdue dans une petite chambre avec ses 5 enfants. Aujourd'hui, grâce à une association caritative française, notre héroïne vit dans une villa plus spacieuse avec ses enfants à Faladé-Sema. Cette association dirigée par une dame paye 125 000 francs par mois pour le loyer de la villa dans laquelle nous vivons. Être mère de 5 enfants, dont 4 garçons, tous nés aveugles, peut étonner plus d'un. Pourtant, le cas de Kanteba Touré n'est ni un mauvais sort, ni une malédiction. Cela a bien une explication scientifique. Pour mieux nous édifier, nous avons approché les spécialistes de la vue. Dans la famille Kanteba, on a une explication. Le fait que la dame Kanteba a tous les garçons qui sont aveugles et qui ont tous quasiment les mêmes signes de la maladie, on peut penser que c'est une maladie qui est communément, comme on l'appelle en médecine, la maladie liée à l'X. C'est tout simplement une famille de maladies où la mère devient transmetteuse du gène malade. C'est la maman, donc le sexe féminin, qui transmet le gène qui est malade. Mais dans la vie, c'est les garçons qui vont manifester les signes de la maladie. Donc la femme porte les gènes de la maladie, mais elle ne fera jamais la maladie. Mais elle va transmettre ce gène malade aux enfants de sexe masculin qui, eux, vont tous faire la maladie. Généralement, c'est des maladies qui n'ont pas de traitement médicaux classique, mais on peut les soigner par thérapie génétique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à identifier une maladie, une famille qui porte un gène qui peut être transmis par une femme, on dit à la femme d'éviter surtout les mariages consanguins. Si la maman est transmetteuse du gène, elle porte le gène en elle, et qu'elle va s'unir avec un homme qui a à peu près le même type de sang, eh bien, les deux sangs étant similaires,
Les gènes malades aussi sont similaires et donc dans cette famille, il va avoir une force du gène qui est malade par rapport aux gènes qui sont non malades. De ce qui fait que la maladie aura une grande force. Mais par contre, si madame qui porte le gène qu'elle transmet va se marier avec un monsieur qui n'a rien à voir avec son profil sanguin ou son profil génétique, on ne dit pas que la maladie va disparaître, mais la force de transmission va être divisée souvent par 10, voire même disparaître des fois. En attendant l'appui des bonnes volontés, cette brave dame vit au jour le jour, souvent en mendiant. Abandonnée par son mari depuis la naissance de son dernier garçon qui a 6 ans aujourd'hui, Kanteba Touré ne sait plus à quel sens se vouer. En ce mois de la solidarité, avis aux bonnes volontés. Voilà. Problématique de l'approvisionnement du Mali en médicaments, c'est le thème de la 15e journée du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali. C'est le CICB qui a abrité les activités de cette journée, une journée au cours de laquelle plusieurs autres sujets relatifs aux médicaments devraient être débattus par les pharmaciens. Reportage de Moussa Fane. Les médicaments de la rue et les médicaments issus de la contrefaçon constituent aujourd'hui une préoccupation des responsables de l'ordre des pharmaciens du Mali, d'où le choix du thème problématique de l'approvisionnement du Mali en médicaments. Pour la lutte contre la vente illicite des médicaments, l'ordre a mené plusieurs activités. Parmi les actions menées par les pharmaciens durant l'année écoulée, nous retenons surtout notre collaboration avec la brigade des stupéfiants dans la lutte contre la vente illicite et la contrefaçon des médicaments. Cette collaboration a permis aux policiers de saisir des médicaments d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA. Nous sommes surtout confrontés à l'insuffisance du cadre juridique et institutionnel, à l'absence du personnel formé pour détecter et saisir les faux médicaments, ainsi qu'à la faiblesse de la volonté politique. C'est pour cela que la signature de la Convention Médicrime est devenue une urgence pour notre pays. Tous les pharmaciens, comme d'autres professionnels de santé, contribuent au progrès humain et donc à l'avenir d'une nation. Au plus près de l'être humain, exercer avec éthique est donc essentiel. Seule l'éthique permet de garder le cap en toutes circonstances et surtout lorsque celle-ci interroge les consciences. Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rassuré les responsables de l'ordre des pharmaciens quant à l'accompagnement du département. Nous mettrons tout en œuvre pour encourager et favoriser les investisseurs dans la production des médicaments essentiels dans notre pays. Le Mali a été retenu pour l'organisation du 16e forum pharmaceutique prévu en juin 2015. Voilà un autre communiqué qui nous parvient à présent. Suite à des renseignements d'opportunité, les forces françaises ont mené une opération le 17 octobre à Kidal, ciblant le groupe de commanditaires de l'attaque du camp de l'aménagement du 7 octobre 2014 et a coûté la vie à un casque bleu sénégalais. Cette opération a été menée quelques jours seulement après l'attaque. Lors de l'opération, un stock important d'armement et de munitions, des milliers de munitions de calibre 7,62, 12,7, 14,5 jusqu'à 23 mm a été retrouvé au domicile d'une personne impliquée directement dans cette attaque. Ces munitions correspondent à celles qui ont déjà été utilisées lors d'attaques terroristes contre l'aménagement. Parmi l'armement, la force Barkhane a notamment trouvé des lance-roquettes, des dizaines de roquettes RPG-7 et des explosifs. Du matériel électronique et des grenades ont également été saisis par les forces françaises. Les renseignements recueillis permettent de continuer les investigations afin de remonter la filière jusqu'aux commanditaires actuellement en fuite de cette attaque terroriste. Ils permettent aussi de remonter jusqu'aux groupes armés terroristes qui attaquent et menacent les forces multinationales de sécurité. 3 personnes ont été capturées et sont actuellement retenues par les forces françaises. Elles seront transférées rapidement aux autorités maliennes. Par cette opération, la force Barkhane rappelle sa détermination à ne laisser impuni aucun des actes terroristes qui entravent à la liberté dans le nord Mali et qui ont coûté la vie à des soldats. La force Barkhane, en lien avec l'aménagement, agit sans relâche pour conserver la paix dans le nord du Mali. Voilà, on va toujours parler de bandits avec cette arrestation de bandits par les éléments du 5e arrondissement. On est à Bamako ici. Ces malfrats spécialisés dans le vol de bœufs ont réussi à en emporter 8 à Amdalaï. Au moment de leur arrestation, ils avaient déjà abattu 4 bœufs. Le point avec Al Matina. Fin des cabales pour ces 3 malfrats spécialisés dans le vol de bœufs. Tout est parti le 12 octobre à Amdalaï, le berger d'un troupeau, après avoir constaté la disparition des 8 de ces bœufs,
a fait la déclaration au commissariat du 5e arrondissement. Aussitôt informé, la brigade de recherche du dit commissariat a donc procédé à des investigations qui ont permis de mettre le grappin sur les malfrats. Ils sont tombés sur 2 des bœufs volés attachés au bord du marigot de Talco. Et plus loin, il y avait 2 autres bœufs qui étaient attachés au pied de la colline de Kondiambou. Il fallait organiser une surveillance. J'ai dit à la brigade de recherche de ne toucher à rien, de continuer à surveiller. Donc ils ont monté la garde. Comprenez-vous bien, toute la journée du 12, sur le lendemain, le 13, à 15h, que 2 jeunes sont venus d'abord sur une moto Jakarta, autour des 2 bœufs qui étaient au marigot de Talco. Ils étaient en train de discuter. 30 minutes après, c'est le propriétaire du tricycle qui arrive, donc ils ont commencé à discuter. Donc, la police savait déjà que ça, c'est des voleurs. Donc, ils se sont riés sur eux pour les appréhender. Les 4 autres bœufs n'ont pas été retrouvés. Quand nous avons auditionné ces gens, les 4 autres bœufs ont été abattus entre 22h et 4h du matin, transportés dans un congélateur au marché de la Fiabou et vendus peut-être à d'autres bouchers. Le démantèlement de ces réseaux sera sans nul doute un ouf de soulagement pour les populations de la commune 4, car bon nombre de gens se plaignaient de la disparition de leurs animaux. Voilà, autre chose plus gaie dans ce journal. Le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou FITMO, délocalisé pour la 3e fois à Bamako, a démarré hier après-midi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. La manifestation rassemble des artistes du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Gabon et du Mali. Formation artistique et insertion socio-professionnelle des artistes en Afrique est le thème central choisi cette année par les organisateurs. Reportage de Modibo Soiré. Après Ouagadougou, les artistes comédiens et marionnettistes se retrouvent dans notre capitale pour la 2e étape de cette manifestation culturelle itinérante dénommée FITMO, ou Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou. Le rendez-vous de Bamako offrira au public et autres férus de théâtre des spectacles inédits. 5 jours durant, vous aurez droit à travers une programmation assez riche et diversifiée à des spectacles de théâtre, de danse, de musique, de marionnettes, de percussion. Le FITMO, une manifestation qui apparaît au départ comme une aventure, est devenue au fil des années un événement culturel majeur du continent africain, mettant en présence les meilleures productions artistiques africaines, principalement les créateurs de théâtre et de marionnettes en synergie avec celles du reste du monde. Le thème retenu pour la présente édition dans les 4 pays d'accueil du FITMO est formation artistique et insertion socio-professionnelle des artistes en Afrique. Au Mali, le sous-thème est paix et réconciliation nationale. Il s'agit, à travers le thème choisi, de développer des actions structurantes en vue d'œuvrer à la pérennisation et à la consolidation d'un secteur dynamique, créateur d'emplois et de valeurs ajoutées. Festival de l'intégration africaine. Le FITMO se veut donc un espace de rencontre, d'échange et de partage entre artistes venant de divers horizons pour promouvoir et valoriser le secteur. Vous aurez à relever un redoutable défi, celui qui consiste à fructifier nos valeurs sociétales positives au moyen d'un art émancipé, à réaffirmer avec détermination notre identité culturelle, à stimuler la création et la créativité à travers diverses expressions culturelles. Cette 14e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouaga, délocalisée dans notre capitale, investira les villes de Kati, Koulikoro et Bamako à travers d'intenses activités socio-culturelles pour rendre au théâtre toutes ses lettres de noblesse. Voilà, le dossier culture de ce soir braque ses projecteurs sur les patrimoines culturels du Mali inscrits sur la liste du patrimoine mondial cas des biens immatériels. L'inscription de ces éléments immatériels entre dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Elle s'est faite à travers une démarche inclusive. Ainsi, notre pays a pu inscrire 7 éléments immatériels sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela permet en quelque sorte la protection et la promotion de ces savoirs et savoir-faire maliens, de ces cultures, une signature de Cheikh Oumar Sangaré.
3 étapes sont nécessaires pour qu'un patrimoine soit classé par l'UNESCO. Il s'agit d'abord que la communauté concernée manifeste son intérêt pour les 10 éléments, ensuite que le pays les propose enfin à l'institution onusienne. La communauté, à la base, est l'élément déclencheur et reste impliquée tout au long du processus de classement. Il faut des autorisations que la communauté doit décerner. Il faut également la participation active de la communauté pour soutenir l'inscription du bien sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ainsi, entre 2008 et 2013, le Mali a pu inscrire 7 éléments immatériels sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 5 de ces éléments figurent sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il s'agit du Yaral, traversée du fleuve par les animaux à Djafarabé, et du Dégal, descente des mêmes troupeaux dans les bourgoutières à Djaloubé, une pratique appelée espace culturel Yaral Dégal, classée en 2008. La réfection septennale du toit du Kamablon ou Kabablon, la case sacrée du Mandé à Kangaba, dont la construction remonte en 1653, classée en 2009. La charte du Mandé ou Mandé Sigikan, proclamée à Kouroukanfouka, est classée en 2009. Les pratiques et expressions culturelles liées au balafon des communautés sénoufo du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, classées en 2012. Et les pratiques et savoirs liés au violon traditionnel appelé l'imzad des communautés touareg du Mali, du Niger et de l'Algérie, classés en 2013. Les 2 autres éléments maliens sont classés sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Il s'agit de l'événement rituel et festif de la pêche collective dans la mare du Sanké à San, appelé le Sankemo, pratiqué depuis plus de 600 ans et classé en 2009. À cela s'ajoute la société secrète des Koredouga, rite de sagesse du Mali, classée en 2011. Dans la sous-région, il faut dire que le Mali est l'un des rares pays qui a inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 7 biens. Nous avons énormément de biens qui attendent. Il suffit que les communautés fasse la proposition pour que la Direction nationale du patrimoine travaille là-dessus et puis présente l'élément. L'inscription de certains éléments au patrimoine immatériel mondial offre certains avantages au pays. Parvenir à inscrire 7 biens, ça c'est déjà un avantage sur le plan international. Et sur le plan aussi national, ça permet à la communauté de savoir que ce dont ils sont en train de travailler n'est pas inutile. Troisièmement, ça peut permettre au pays de faire une demande d'assistance financière pour la sauvegarde de l'élément. La communauté internationale a un droit de regard sur les biens inscrits. Ça signifie qu'en cas de besoin, il peut aider à résoudre des problèmes concernant les biens. Mais ça ne veut pas dire que la communauté se substitue aux États. C'est l'État en question et les communautés qui sont responsables de la gestion des biens. En dépit des appuis de la communauté internationale, la protection et la promotion de notre patrimoine culturel connaissent des difficultés d'ordre financier et humain. Il faut plus de compétences professionnelles au Mali pour gérer un patrimoine aussi riche et dense que celui du Mali. Les ressources financières dédiées à la protection du patrimoine sont, j'allais dire, insignifiantes. Et les moyens souvent avec lesquels nous travaillons proviennent de l'extérieur. Un 8e élément immatériel du Mali est en voie d'être inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il s'agit des masques et marionnettes de Markala. Le président du Comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, lundi 20 octobre 2014, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, M. Yaya Kone, indépendant Espoir 2014, 9h30, M. Paul Cissé, URD. Et puis vous pourrez suivre après ce journal l'émission Débat de cité sur la décentralisation. Abbas Fambougouri Traoré, Siedou Baba Traoré
et leurs invités vous en diront plus sur la décentralisation. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra demain sur le thème à 10h et à 13h. Bon début de semaine à tous et à toutes.